enchaîne tout de suite avec Dominique Lemaître. On va parler de l'actualité de la Fondation de France et nous recevrons ensuite là aussi, on l'accueille bien sûr, pardon. Bonjour Dominique, et nous attendons, on aura après un petit film court, on ne va pas trop vous mettre en retard sur l'heure du déjeuner, et nous sommes très contents d'accueillir ensuite Denis Oliven, qui viendra nous parler de sa vision de la philanthropie pour conclure notre matinée, après un petit film vidéo dont nous vous réservons la surprise. Dominique Lemaître, on parle avec vous donc de l'actualité, oui, du réseau, du contexte français, puisque nous sommes dans un contexte très international, on l'a dit. Et c'est une phase très intéressante, elle est extrêmement évolutive, vous diriez ? Oui, alors on est dans un contexte, la philanthropie est en France dans un contexte extrêmement dynamique. Il faut dire qu'elle est assez récente, elle est encore assez émergente, puisque on peut dire qu'après une histoire mouvementée, un arrêt des fondations à la Révolution, il a fallu attendre la seconde partie du XXe siècle pour voir renaître les fondations en France. Mais après quelques dispositifs qui ont été mis en place dans cette deuxième moitié du XXe siècle, au XXIe siècle, on a eu une accélération des textes, à la fois juridiques et fiscaux, qui ont ouvert des grandes perspectives. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation émergente, mais très active. Et je pense que pour parler de stratégie, c'est important. Tout à l'heure, on a dit que ça dépendait du contexte. C'est important de marquer ce contexte. Et de connaître aussi d'où on vient, de savoir le absolument, contexte de savoir historique. Où on vient. Alors, puisque c'est effectivement un des mots que nous avons beaucoup utilisé, et Peter Fromkin le premier, comment devient-on un philanthrope stratège ? Alors, pour reprendre le cadre que Peter Fromkin a donné, dans lequel je me reconnais très bien, il a dit il faut d'abord un sujet, le purpose, ensuite un véhicule, fixer son objectif de changement. Et puis, la durée qu'on se donne, on a beaucoup parlé de la durée, je vais y revenir parce que c'est un élément extrêmement important. Et puis, le style, ce qu'il cache derrière le style, c'est-à-dire quel type d'action on va soutenir. Alors, en fait, donc moi qui ai vu pas mal de philanthropes à l'origine de leur projet, puisque j'étais à un poste où je les recevais, je les reçois toujours d'ailleurs aujourd'hui, ce qui était déjà la plupart du temps résolu quand on commençait à discuter, c'était en général le sujet. J'ai vu une seule fois dans ma vie quelqu'un qui est arrivé sans savoir du tout dans quel domaine il voulait intervenir. Ça n'arrive donc quasiment jamais. Les gens savent toujours à peu près le type d'action le sujet qu'ils veulent aborder, l'enfance, la recherche médicale, l'environnement, etc., etc. Le véhicule, par définition, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont choisi de faire une fondation abritée, mais pas toujours. On reçoit aussi des gens qu'on conseille et qui repartent ailleurs. Et puis, là où la grande affaire commence, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux accomplir ? Et qu'est-ce que je veux accomplir, pour moi, c'est une équation entre un objectif assez bien défini, une durée, un temps qu'on se donne et des moyens qu'on a. Et si on ne fait pas l'équation entre ces trois choses, je pense qu'on ne peut pas se fixer des objectifs réalistes. Alors, après, évidemment, il y a des stratégies plus ou moins sophistiquées, mais fondamentalement, c'est une question de logique interne. Est-ce que mes ambitions sont appropriées à mon projet ? Je voudrais juste dire une chose, parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup frappée. J'ai reçu un jour des gens qui ont perdu un enfant dans des conditions dramatiques à 18 ans. C'était des gens assez, relativement modestes. Et ils ont décidé, probablement aussi pour surmonter leur chagrin, de consacrer les moyens qu'ils ne dépenseraient pas pour l'éducation de leur enfant à aider des jeunes à faire leurs études. En fait, leur objectif était assez modeste, c'était changer la vie de quelques individus, de quelques dizaines, voire quelques centaines d'individus. Ces gens ont travaillé pendant 15 ans, de manière extrêmement engagée, et je considère que c'est un projet qui avait une stratégie extrêmement claire, très modeste, mais très claire. Alors, peut-être, pour répondre plus clairement à votre question, ce qui me frappe tout de même, c'est que souvent les gens qui viennent, qui abordent la philanthropie sont des gens qui ont eu une carrière, gagné de l'argent, pensé d'autres stratégies dans d'autres mondes, et que parfois, mais c'est sans doute à cause du caractère émergent de notre scène philanthropique, ils ne se livrent peut-être pas suffisamment à des études de marché comme ils le feraient dans le monde marchand.
Voilà. Je pense que quand on aborde Maurice Chéniaud d'ailleurs tout à l'heure. Absolument. Voilà. Je pense que quand on arrive, quelle que soit la thématique qu'on veut aborder, il y a des acteurs. Laurence vient de nous parler des stratégies d'alliance. Il y a des acteurs, il y a des gens qui font des choses. Il faut regarder, s'imprégner de ce qui se fait, peut-être avant de se lancer. Peut-être toujours sur la question de la stratégie, est-ce qu'il y a plusieurs stratégies à adopter en fonction des personnes que vous recevez, puisque c'est vous qui parlez beaucoup avec eux? Est-ce qu'ils choisissent? Oui, il y a des typologies. À quel titre les conseillez-vous? Voilà. Il y a des typologies de stratégie. Et ça dépend évidemment des moyens qu'on manie. Dont on dispose à la Alors, ouais. Il y a, par exemple, des gens qui vont chercher, c'est un peu ce que Maurice Chéniaud nous expliquait tout à l'heure. Il a sélectionné des projets, il se penche sur ces projets et il se met dans ce que j'appelle une stratégie de changement d'échelle. C'est-à-dire on va aider des projets dont on considère qu'ils apportent des solutions, ils apportent une réponse nouvelle, innovante à un problème de société, et on va accompagner ces projets pour leur permettre de changer d'échelle, de toucher de plus en plus de gens. C'est une stratégie en soi qui, quand on n'a pas des moyens extrêmement importants, peut être extrêmement efficace. Après ça, il y a ce que j'appelle la stratégie de la vitrine. Dans la stratégie de changement d'échelle, il y a deux sujets. Vous pouvez avoir une idée, et puis, c'est le cas de la Fondation Ronald McDonald, la fondation que je vois ici dans la salle, la Fondation Ronald McDonald, à l'échelle mondiale, constatant que les conditions d'accueil, les conditions de soins des enfants avaient changé et que souvent les enfants qui étaient gravement malades faisaient l'objet d'hospitalisations très prolongées, ont décidé de créer, à côté des hôpitaux, des maisons de parents pour permettre à la médecine technique d'être accompagnée par toute l'affection, la présence rassurante que constitue la famille autour de l'enfant. Et ils ont parti d'un modèle qui est la maison de parents, qu'ils ont implanté en France autour des principaux CHU qui traitent des enfants dans le long terme, mais un peu partout dans le monde, ils développent cette stratégie. Cette stratégie, elle est claire, elle s'appuie sur un modèle, et à force de reproduire ce modèle, on impose l'idée que des enfants qui sont soignés dans des conditions avec des plateaux techniques extrêmement performants et donc qui doivent être dans cet hôpital vont guérir plus vite si leurs parents sont là à côté d'eux et s'il n'y a pas de rupture dans la vie familiale. Alors, il y a une autre façon de faire cette stratégie de changement d'échelle, c'est de repérer des projets déjà existants et de dire ça, c'est vraiment très intéressant et ça, je vais aider ces gens à se développer. Cette stratégie-là, elle se cogne souvent dans des modèles économiques parce que quand on veut passer à un modèle économique très large, se pose la question de la récurrence du financement de ces modèles. Ensuite, la stratégie de la vitrine, c'est tout autre chose. C'est des projets qui ne sont pas reproductibles. Et le meilleur exemple auquel je pense, c'est la Maison de Solène. La Maison de Solène, que les Français connaissent assez bien, c'est une maison qui se proposait d'accueillir de manière assez sophistiquée les adolescents à Paris. C'est un projet très cher, mais c'est un projet qui était de nature à frapper les esprits. En fait, cette stratégie de la vitrine, c'est une façon de poser le problème et de promouvoir une solution en face du problème de manière extrêmement large auprès du grand public. Oui, j'allais le dire, c'est une sorte de pédagogie envers... C'est une sorte de pédagogie par l'action. On sait que c'est des projets qui ne sont pas intégralement reproductibles, mais on sait aussi que on pourra reprendre quelques parties de ces projets. Et en tout cas, ça fait progresser une idée dans le grand public que les adolescents, que l'adolescence est un âge caractérisé du développement avec ses propres pathologies et donc avec ses propres intéressant de voir à quel point il peut y avoir des stratégies différentes. Parce qu'Yves Derville nous disait tout à l'heure, c'est bien si on peut reproduire aussi une action. Donc là, dans ce cas précis, vous le dites, stratégie de vitrine, mais qui a son utilité, évidemment. Absolument. Et puis une stratégie peut-être un peu plus... Alors la stratégie... un peu plus ambitieuse, qui est ce que j'appelle la stratégie d'accumulation et qui passe par des voies d'appel à projet, c'est se fixer une cible de changement systémique pour faire un changement, pour parvenir à un changement social et d'aller chercher sur un territoire donné toutes les propositions que la sphère de la société civile émet et donc de procéder dans le temps, travailler longuement, financer beaucoup de projets parce qu'on les finance longuement, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est un peu la technique de travail que nous avons à la Fondation de France, mais nous ne sommes pas les seuls. Et ensuite, mettre ces projets en réseau
pour qu'ils se connaissent entre eux, qu'ils se frottent entre eux, et puis les faire apparaître à travers des publications, des colloques, etc. Et là, espérer avoir un changement systémique par le nombre. Parce que finalement, un peu partout, les gens font des constatations. Alors, très souvent, les fondations sont en position de financer la subversion par la périphérie, la subversion des institutions par la périphérie. Je m'entends. Quand l'institution hospitalière ou que l'école ou que les prisons manifestement ne sont plus complètement en face de la réalité qu'ils doivent traiter, il y a des individus dans ces institutions qui le constatent, s'en rendent compte, les parties les plus dynamiques, mais qui ne peuvent pas forcément changer les choses à l'intérieur, et donc vont créer des associations ou des projets à la périphérie de ces institutions pour faire des propositions alternatives. Et les fondations que nous sommes, nous efforçons de repérer ces gens et de les financer. Et cela se passe évidemment sur le long terme. Là, on est très... Et ça, sur le long terme. Ça, c'est des stratégies de très long terme. Alors, pour finir, peut-être parce que je sais qu'on est un peu pris par le temps, ce que je voudrais dire, c'est que quand on a affaire à des acteurs, donc encore une fois, il faut savoir combien de temps on va pouvoir durer, est-ce qu'on a du temps devant soi, est-ce qu'on a des moyens devant soi. Mais si on a du temps et des moyens, ce qui est le plus efficace, c'est de combiner différents modes opératoires. C'est à la fois financer des actions concrètes, à la fois financer de la recherche sur ces actions concrètes, et puis mettre une pincée de plaidoyer pour montrer et convaincre des acteurs plus, qui agissent à plus large échelle qu'il y a quelque chose d'intéressant et qu'il faut creuser. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Lebel. Je crois que vous nous donnez beaucoup de clés pour notre débat de cet après-midi, où on aura l'occasion de faire intervenir aussi la salle, s'il y a des questions. Et vous serez dans la salle, bien entendu, si on voulait prolonger cet échange avec vous. Merci beaucoup. Merci aussi à Laurence Denervaux.